Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Bonjour à toutes et à tous. Dans la série du podcast Femmes engagées intitulée Profession ministre, qui recueille le témoignage d'une dizaine de femmes politiques ayant occupé le poste de ministre des droits des femmes, nous recevons aujourd'hui Nicole Ameline, qui fut ministre pour la parité et l'égalité professionnelle de 2002 à 2004. Bonjour Madame la Ministre, chère Nicole Ameline. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes membre du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et vous êtes aussi président de l'Institut international pour la paix et les droits de l'homme. Mais on peut dire que vous êtes toujours et plus que jamais engagé dans la défense des droits des femmes au niveau international, depuis très longtemps. En particulier, vous avez été membre du comité CIDO de l'ONU, c'est-à-dire la Convention pour l'élimination des discriminations contre les femmes de 2008 à 2024. C'est vraiment un record de longévité dans cet organisme, dont vous avez même été la vice-présidente de 2019 à 2022. Et vous avez dirigé l'élaboration, et vous portez aujourd'hui encore, la recommandation générale 40, qui est très importante, qui établit une feuille de route vers un changement de paradigme consolidant la parité, là où les décisions sont prises non seulement en tant que droit fondamental, mais en tant que solution aux enjeux du monde contemporain. Enfin, dynamique, vous avez eu et vous avez aussi de multiples autres actions à l'Organisation internationale du travail, à l'OTAN. Mais revenons à vos fonctions ministérielles puisque c'est l'objet de cet entretien. En 1995, vous rejoignez une première fois le gouvernement Alain Juppé, devenant ainsi l'une des 12 Juppettes du Premier ministre, évincé de l'exécutif quelques mois après. Oui, on a osé, à l'époque, ça doit étonner quand même les plus jeunes, on a osé vous surnommer les Juppettes, une manière de dénier votre dimension politique et vos compétences pour vous réduire à une espèce de groupe de groupies décoratives. Vous êtes passé outre et depuis, vous avez prouvé, et les unes et les autres, que c'était absolument ridicule. Vous êtes ensuite nommé ministre délégué de la parité et de l'égalité professionnelle en mai 2002, avant de devenir ministre de plein exercice en mars 2004. Durant ce mandat de 3 ans, vous avez joué un rôle clé dans l'intégration de la parité dans la Constitution française et dans l'élaboration d'une politique d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, ainsi que dans le développement d'un plan sur l'émancipation des femmes et la lutte contre les violences conjugales. Pouvez-vous nous dire ce que vous considérez que vous avez réalisé à ce poste qui vous semble avoir fait avancer les droits des femmes ? Merci tout d'abord pour cet échange. Il est vrai qu'être ministre, c'est une opportunité unique de faire avancer une vision, une stratégie, et de faire en sorte que les concepts auxquels on tient le plus puissent prendre une forme vraiment très pratique dans la vie quotidienne des hommes et des femmes. Et peut-être est-ce le titre déjà que j'ai pu négocier de ce ministère qui a été important, puisque j'ai lié l'égalité professionnelle à la parité. Et ça n'était pas évident, puisque souvent on travaille en silo intellectuellement et politiquement, et on gère par exemple les violences sans se préoccuper de la gouvernance. Or, c'est vraiment en adressant la gouvernance que l'on combat les violences. Et dans cet esprit, le fait d'avoir obtenu le premier accord interprofessionnel signé à l'unanimité des partenaires sociaux sur l'évolution de l'égalité professionnelle en France a été un point de départ important. Mais ce qui a été également très important pour moi, c'est de faire en sorte que l'égalité professionnelle soit examinée, gérée dans une vision globale.
intégrant notamment les obligations naturellement des femmes dans leur vie quotidienne, et puis d'une façon également, je dirais, axée sur les carrières, parce qu'on s'apercevait, c'est toujours un peu le cas malheureusement, que les femmes sont plutôt, je dirais, spécialisées dans des secteurs très traditionnels. Donc nous avons travaillé sur l'innovation, avec notamment Claudie Aigneret et les sciences, et ça a été très important, et puis je me suis beaucoup occupé aussi de l'international et de l'Afghanistan à cette époque. Votre principale réussite en tant que ministre des droits des femmes, ce serait quoi ? Alors, bien sûr, il y a les lois. Nous avons travaillé sur certaines formes de violence, dont les violences psychologiques d'ailleurs. Et dans beaucoup de réunions, on me dit effectivement que ça a été un pas en avant parce que les violences physiques, bien sûr, ne sont pas forcément les plus graves. Mais je dirais plutôt que c'est la confiance que j'ai pu donner à la fois aux femmes, à leurs représentantes, à leurs organisations, sur leur légitimité à tous les niveaux de responsabilité de la société. Et je pense aussi aux jeunes filles des quartiers, dont je me suis beaucoup occupée parce que nous sentions qu'il y avait une pression qui pouvait être aussi culturelle, comme pour d'autres femmes. Et je pense que cette capacité des femmes à se juger légitimes, à se juger totalement à leur place, dans tous les secteurs, a été probablement pour moi une victoire, parce qu'au fond, c'est dans les têtes autant que dans les textes que se gagne l'égalité. J'aimerais que vous nous disiez ce qui vous pousse, ce qui vous porte à être aussi ténace et déterminé. Alors, il est vrai que, d'abord, c'est cette considération de l'universel. Vous avez raison de lier le national et l'international, car la situation des femmes transcende les frontières et bien sûr, nous retrouvons partout dans le monde la même injustice. Au fond, c'est peut-être ça, c'est peut-être le scandale qui me motive. C'est-à-dire le fait que lorsque je suis arrivé à l'Assemblée nationale, nous devions être peut-être 50 femmes, à peine 10% du nombre des députés. J'ai eu la chance, effectivement, de pouvoir choisir notamment la défense et la sécurité, des secteurs clés au Parlement, d'être à l'OTAN, à l'OIT, d'avoir une carrière qui m'a permis de mesurer que si nous n'étions pas totalement résolus à modifier le statut des femmes dans le monde, nous ne sortirions pas de cette profonde injustice. Et je crois que le ressort est là. Et il est permanent parce que la situation n'est pas forcément parfaitement améliorée. Elle progresse, mais d'une manière incertaine. Et les nouveaux challenges aujourd'hui remettent en cause un certain nombre d'acquis. Donc, le combat n'est jamais terminé, mais surtout, il pourrait être un peu globalement remis en cause. Donc, c'est pas le moment de s'arrêter, et je crois que je suis inarrêtable. Oui, je crois aussi. Vous avez été aussi membre du Parlement de 1991 à 2017, et vous avez toujours continué avec fidélité et avec détermination à défendre les droits humains et les droits des femmes en particulier. Oui, je ne me suis jamais contenté de ma situation personnelle, que j'ai toujours considérée comme exceptionnelle par rapport à la règle qui était la quasi-absence des femmes. Et donc, je ne me suis pas trompé de décor. Nous voyons bien aujourd'hui que les femmes qui réussissent dans le monde sont plutôt des exceptions et que, malheureusement, elles démontrent la règle commune qui est plutôt l'absence des femmes. Parce que nous sommes au niveau des parlements dans le monde à 26% de moyenne, ce qui est très faible et qui ne permet pas cette masse critique qui seule peut permettre le changement. Et là, tant que les femmes ne décident pas pour elles-mêmes, pour leur corps, pour leur vie, pour leurs droits, pour leur pays, pour le monde, je pense que le combat doit continuer et je ne pourrais pas laisser cette expertise, je dirais, de manière inutile et me contenter de ce qui a été fait. Oui, c'est vraiment une expertise précieuse. Justement, au niveau du gouvernement, en 2026, pour vous, quelle est la priorité des priorités en matière de droits des femmes, d'abord en France et ensuite dans le monde? Changer le système, c'est-à-dire que nous sommes à un moment d'ailleurs de l'histoire de nos pays où les systèmes doivent être réinitialisés, je dirais. Je propose d'ailleurs un reset, vraiment, sur le terrain de la gouvernance. Alors bien sûr, la France a fait cette révolution et nous étions en tête de cette réforme dans les années 2000 sur la parité.
Mais d'abord, la France est un peu isolée dans le monde sur ce sujet parce que même si nous sommes à l'avant-garde, nous ne sommes pas. Il n'y a pas beaucoup de pays qui, dans le monde, peuvent se targuer d'une loi constitutionnelle qui consolide la parité. Donc, je crois que c'est l'accès des femmes à la décision qui me paraît essentiel. Alors, en France, nous avons réussi sur le plan politique, dirais-je, mais en revanche, sur le plan économique, 3 femmes dans le CAC 40. C'est quand même très peu. On est d'accord. Dans les secteurs les plus innovants, l'architecture de sécurité, de défense, la diplomatie, il y a des progrès, mais c'est encore insuffisant. Donc l'idée, c'est de créer un mouvement général. Parce que seul un mouvement général, un élan général universel peut entraîner quelque chose de consolidé. Et c'est l'esprit de la recommandation générale 40, qui est soutenue par 75 pays. Et j'ose espérer, parce que la diplomatie féministe l'a repris à son compte, que nous allons pouvoir lui donner une tournure constitutionnelle, législative, qui seule peut ancrer la capacité des femmes à partager le pouvoir d'une manière normative. Oui, absolument. Justement, 10% de femmes chefs d'État et gouvernement, c'est insuffisant et ça n'est pas normal. Parce que les compétences sont là et que effectivement, on est dans un système de structure patriarcale, verticale et verticale. Il faut effectivement changer de paradigme. Mais c'est exactement cela. Et donc, c'est ça l'objet de la recommandation 40. Oui, c'est l'idée que il n'y aura pas d'espoir de réussir les ODD, les objectifs de développement durable, de réussir une montée en puissance des femmes de manière naturelle, dirais-je. Et c'est un discours que j'ai tenu, c'est amusant, au château de Versailles, lors du congrès pendant lequel on a instauré la parité en France. J'avais dit la même chose. Attendre l'évolution naturelle des mœurs reviendrait à attendre, et là nous avons chiffré, c'est 150 ans. C'est-à-dire que, et je pense en effet aux jeunes générations aujourd'hui, ce que nous avons vécu, alors nous avons pu, vous et moi et d'autres, réussir à imprimer une action, mais ce qu'il faut, c'est que ce soit un modèle. Et que ce modèle évolue. Donc aujourd'hui, c'est une révolution juridique intelligente qui consiste à passer d'un idéal, d'un objectif, à une règle, à une norme universelle. La parité 50-50 pour 2030, de manière à créer un effet de bascule, et après de rendre ça parfaitement naturel. Mais on a besoin de la loi pour moderniser les sociétés et ancrer leur évolution dans une vision beaucoup plus égalitaire en termes de statut. Le statut des femmes aujourd'hui n'est pas l'égal de celui des hommes dans le monde entier. Oui, absolument. Est-ce que vous voulez bien nous parler un peu de ce qui, dans tout votre travail au comité de la Convention pour l'élimination des discriminations contre les femmes, nous parler des actions qui vous semblent avoir été des avancées pour les droits des femmes au niveau international? Alors je crois que lorsque j'étais présidente du CIDO dans les années 2013-2014, nous avons intégré les objectifs de développement durable dans le scope de la Convention. C'est-à-dire que nous avons connecté les droits des femmes aux grands enjeux du monde. Et je crois que ça a été quelque chose dont je suis assez fière parce que nous n'avons pas séparé la problématique des droits des femmes des grandes questions mondiales, que ce soit la paix. Et d'ailleurs, la Convention elle-même établit un lien entre d'ailleurs la participation des femmes au modèle de décision et la paix. Donc, vraiment, cette connexion a changé un peu les choses. Et de fait, aujourd'hui, c'est quelque chose que nous devons encore renforcer, c'est-à-dire bien intégrer les droits des femmes comme une dynamique de réussite et, j'oserais dire, comme une solution. Parce que trop souvent, les droits des femmes sont considérés comme une contrainte, alors que c'est le meilleur investissement possible. Oui, c'est pas l'égalité des femmes pour l'égalité des femmes, c'est juste un moyen d'aller vers une société. On peut dire qu'il y a les deux. Il y a le droit fondamental à reconnaître, mais il y a aussi cette dynamique, et de plus en plus, d'ailleurs en anglais, on le dit facilement, le game changing solution. Et aujourd'hui, nous devons être innovants, parce que, y compris l'intelligence artificielle, va nous obliger à être très innovants. Essayons d'être innovants aussi sur notre propre vision. Et donc ça, c'est un point. Puis le deuxième point, c'est cet engagement que nous avons pris à l'égard d'un certain nombre de pays. Je me souviens d'ailleurs j'évoquais l'Afghanistan. Aujourd'hui, par exemple, nous faisons évoluer le droit en reconnaissant la notion de gender apartheid,
qui peut être un changement assez considérable dans l'évolution, mais aussi celui de violence intellectuelle. Et c'est un nouveau concept qui permet de dire que lorsqu'on exclut les femmes de l'éducation, ça peut être effectivement un crime qualifié de violence intellectuelle. Bon, vous avez encore pas mal de boulot devant vous, donc si je comprends bien. Oui, mais tant que nous pouvons servir une cause qui est de loin peut-être la plus belle, je crois qu'il n'y a pas de limite. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que sur des sujets aussi prégnants que celui de la paix ou de la guerre aujourd'hui, trop de pays n'ont pas encore compris que l'intelligence collective est une condition de la paix. Et que la paix, ça n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est une construction quotidienne basée sur l'égalité, l'intelligence collective, mais aussi la résilience, l'inclusivité. Et ne pas le comprendre, c'est pourquoi d'ailleurs dans le cadre de l'Institut que je dirige, nous travaillons beaucoup, nous venons de créer une chaire UNESCO sur mémoire de la paix, enfin on est en train d'y travailler, on voudrait absolument l'obtenir parce que c'est un moyen de montrer que l'égalité est en effet une fin et un moyen. Dans un contexte international quand même qui inquiète en termes de gouvernance, notamment par des hommes très virilistes et qui jouent la force contre le droit. Donc, est-ce que vous considérez effectivement que les droits des femmes, c'est un contre-pouvoir quelque part ? Oui, je pense que c'est même plus que cela. C'est probablement le pouvoir qui serait le plus à même aujourd'hui de construire les conditions d'une paix durable. Car on voit bien que la confrontation très masculine, il faut bien le dire, ne conduit à rien, que la vie humaine n'a pas le prix qu'elle devrait avoir. Et je pense que, au moins, l'irruption massive des femmes dans les discussions de paix, dans la prévention des conflits ou dans le management des crises, changerait la donne. Je suis convaincu de cela. Et c'est cette mixité organisée que je souhaite, mais il faut pour cela une parité 50-50. Alors, pas au chiffre près, mais bien dans l'esprit, car sinon, lorsqu'on est autour d'une table et qu'on est en minorité, on se comporte en minorité. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des expériences qui m'ont permis d'avoir l'autorité nécessaire, mais je reconnais que, et je l'ai vu, que beaucoup de femmes ont beaucoup de mal à franchir ce cap de la légitimité. Donc, nous avons vraiment besoin d'accélérer, d'innover et de mobiliser. Oui. Vaste chantier, mais on va continuer toutes ensemble. Ensemble, bien sûr. Nous allons passer à la deuxième partie de cet entretien. J'aimerais que vous évoquiez votre parcours un peu plus personnel. Qu'est-ce qui a conduit la petite Nicole, qui a grandi en Normandie, je crois, et auprès d'une mère et d'une grand-mère exploitante agricole, oui, à devenir cette femme engagée que vous êtes, avec cette persévérance et cette belle obstination? Je ne sais pas si on est prédestiné. J'avais une grand-mère qui était intellectuelle et je pense qu'elle devait être un peu suffragette, probablement. Très vite, je me suis intéressée au monde et je me suis intéressée aux idées politiques. Et j'ai eu le sentiment que la politique pouvait aider à changer le monde. Alors, dans mon enfance, j'étais cavalière. On me dit toujours, et j'avais un cheval qui s'appelait Bismarck. D'accord. Et comme j'habite près de la plage, je faisais de grands galops sur la plage et on me dit... Les belles plages d'Orléans. Voilà, c'est une bonne école, bien sûr. Oui, parce que ce cheval m'a appris la victoire, m'a appris la liberté, m'a appris le risque. Et j'aime beaucoup cette notion de risque parce que je la trouve insuffisamment féminine encore. Et il faut absolument penser le risque comme une rencontre avec le destin. Et je crois que j'ai un peu été gâtée, mais en même temps que j'ai toujours ouvert les portes parce que les rencontres se sont succédées. Et j'ai rencontré Michel Dornano, qui était un ministre qu'on peut qualifier aujourd'hui de féministe, puisqu'on a fait une campagne législative, probablement la première de ce type. Lui, ministre, moi, inconnu, et lui disant « les femmes ne sont pas... un objet de décoration. Ouais. Exactement. Et lorsqu'elle me succédera, elle sera à ma place, parce que je ne serai pas députée très longtemps, mais elle sera d'abord à la sienne. Ce qui était la plus belle phrase que j'ai pu entendre. Et surtout venant d'un homme. Et venant d'un homme qui politique. Ensuite j'ai mené ma carrière, bien sûr, mais je n'oublierai pas ce respect et cette absence totale d'instrumentalisation, ce qui aujourd'hui me scandalise, c'est-à-dire le fait d'avoir des femmes
pour avoir des femmes, mais sans aucune considération. Donc vraiment, j'ai pu très rapidement exprimer à la fois non seulement mes choix, mais vivre ma vie de politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un déclic particulier, ça s'est construit au fur et à mesure. Oui, et puis cette rencontre quand même avec... parce que je terminais des études de doctorat et j'étais plus, à l'époque, tournée vers peut-être le côté avocat international ou choses comme ça. Mais j'ai toujours eu le sentiment que ma place était plutôt itinérante dans le monde, au service d'une cause. Belle itinérance, hein. C'est même aujourd'hui uniquement, quasiment ma vie. Mais c'est certain que j'ai été attirée par cela très tôt. Peut-être que... Et aujourd'hui, j'ai besoin de cet espace. J'ai lu dans les petites biographies que le fait de voir votre mère et votre grand-mère qui avaient beaucoup bossé et qui n'avaient pas été reconnus à leur juste j'étais scandalisé. Ma mère, surtout, j'ai peu connu ma grand-mère, mais ma mère était parfaitement scandalisée. Elle disait constamment, je participe à l'exploitation et sur ma carte d'identité, mon métier, c'est néant. Et elle était outrée. Et je pense que c'est aussi cette outrance qui m'a... révolté, peut-être. Oui, révolté, puis amené à me dire, il faut changer ça. Oui, c'est ça. Alors, évidemment, on est un peu naïf quand on est jeune, mais je me suis dit, là où je serai, je ferai en sorte que ça soit juste pour les femmes. Et qu'on ne vienne pas me dire que... J'ai même introduit, d'ailleurs, lorsque j'étais ministre, une loi sur le sexisme, parce qu'on avait encore des articles de presse. C'était extrêmement novateur. Oui, c'était très novateur. Quand même. D'employer le terme en oui, plus. Absolument. Mais parce que je voyais des articles disant les femmes, c'est plus difficile naturellement pour elles d'être pilote de chasse, d'être ceci, d'être cela. Pas pour des raisons physiques, mais parce que c'était compliqué. Intellectuellement, voilà. Oui. Donc, on a essayé de créer aussi un respect à tous les niveaux et un refus total de la femme instrumentalisée sous tous les plans. Mais il faut aussi maintenant continuer parce que je ne suis pas sûre que cette éducation, cette culture qui nous a, nous, complètement inspirés, soit encore aussi prégnante quand on voit parfois des comportements ou des influenceurs ou d'autres. Donc la vigilance s'impose aussi. Bien, j'ai l'habitude de terminer ces entretiens par un petit questionnaire à la manière de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Quel est le principal trait de votre caractère ? Vous avez employé le terme persévérance tout à l'heure. C'est peut-être cela, la passion et la détestation de la justice. Quelles sont votre principale qualité et votre principal défaut ? Je crois que c'est peut-être le côté inarrêtable, justement. Ça doit être très fatigant pour mon environnement. C'est à la fois la qualité et à la fois le défaut. Je pense. Mais tout le monde s'habitue. Ça ne doit pas être reposant, effectivement, de vivre à vos côtés au quotidien. Oui, mais ça doit être passionnant. C'est la très belle phrase de René Char, à te regarder, ils s'habitueront. Mais ils se sont habitués. Oui. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez les autres ? Je dirais l'intelligence du cœur, l'ouverture, l'humanisme. Et quel est le défaut que vous détestez ? L'égoïsme au sens à la fois individuel et collectif, c'est-à-dire le repli. Quelle est la réforme politique qui, selon vous, a amélioré la société en général ? Je pense que c'est la loi sur l'avortement de Simone Veil. Parce que, au-delà même du droit à l'avortement, elle a ouvert une porte colossale, pour moi un modèle. Je l'ai bien connue et on s'aimait beaucoup. Et je pense qu'elle a créé pour les femmes un déclic en se disant « mon corps m'appartient ». En tant qu'ancienne ministre, quelle définition vous donneriez de la France ? Un modèle que l'on souhaiterait, mais souvent un exemple. Et des Français et des Françaises ? Je dirais que les Français et les Françaises devraient se sentir plus fiers qu'ils ne le sont de ce qu'ils ont et de ce qu'ils font. Parce que la France dans le monde reste une sorte de miroir et surtout une forme d'avant-garde. Et j'ai été très fière l'autre jour que la diplomatie féministe soit reprise aussi avec beaucoup de dynamisme par la France, parce que nous sommes un pays regardé, qui a des choses très importantes à dire au monde et qui ne le sait pas toujours, vu du côté des Français. Oui. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous en feriez ? Loi constitutionnelle sur la parité demain matin dans tous les pays du monde, dans les 189. Et comme ça, derrière nous. Ça pourrait se faire sans baguette magique, mais il faut que le ciel aide un peu. Oui. Est-ce que vous avez une cuisine et un plat favori ? Je n'ai pas énormément le temps de cuisiner, mais je suis né dans un terroir, celui de la Normandie, et j'habite près de la mer. Donc, tout ce qui est huîtres,
Fruits de mer. Fruits de mer, mais aussi poissons et même aussi les produits plus, je dirais, liés à la campagne. J'aime. La crème fraîche et les fromages normands, par exemple. Mais on adore tout ça, bien sûr. Est-ce que vous avez une couleur préférée? Je porte beaucoup de blanc. Oui. Aujourd'hui aussi, du noir et du blanc. Oui, oui. Est-ce que vous avez un auteur, une autrice de chevet? Pas forcément de chevet, mais je dois dire que j'ai des livres qui m'ont beaucoup, par exemple, le dernier Goncourt, pas celui-ci, mais le précédent de David Caoud sur Ouris, m'a beaucoup intéressé. Et puis, il y a des auteurs sur lesquels je reviens en permanence. Je parlais de René Char, j'aime énormément, mais aussi Camus, parce que Camus est vraiment un auteur prodigieux. Et puis, chez les femmes, je dirais quand même... alors, elle est classique, mais je l'ai beaucoup aimée, c'est Marguerite Yourcenar. Et les deux Marguerite Duras, qui venaient souvent à Trouville. Et puis aujourd'hui, je dirais Leila Slimani, parce qu'elle est remarquable. Si vous étiez un symbole? Un animal, je vous dirais peut-être un cheval qui galope. Oui. Mais le symbole, je ne vous dirais pas un phénix, parce que même si on connaît des échecs et qu'on renaît constamment de ses cendres, j'ai le sentiment aujourd'hui plutôt que les choses ont été progressives et... Une Marianne? Une Marianne, ça peut être très joli, mais une Marianne universelle. Oui. Si vous étiez un lieu? Alors, je vais vous surprendre, mais je vous donnerai le lieu que je préfère. Je trouve que l'Égypte, aujourd'hui, fait partie de ces pays qui sont en train de bouger d'une manière extrêmement intéressante, positive, et j'y suis souvent invitée. Et je dois dire que je suis fascinée par les pays qui nous surprennent. Et aujourd'hui, au-delà même de la beauté de cette région, ce pays est particulièrement intéressant et j'ai très envie d'y retourner pour voir les nouveaux progrès. Puis il a une histoire en plus. Une histoire et je pourrais dire maintenant vraiment un avenir. Un avenir, très bien. Si vous étiez une odeur? Celle je dirais, du printemps, des jardins, de la nature. Qui s'éveille? Absolument. Et un son? Une étude de Chopin. Après 50 ans de ministère dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes, quelle décision du gouvernement, selon vous, ferait réellement progresser les droits des femmes? Alors, en tant que décision, je le répète, ce serait effectivement de consolider dans l'économie française l'accès et même présence effective des femmes dans les systèmes, notamment de gouvernance économique et politique. Rien, encore une fois, ne peut changer profondément si nous n'avons pas cela. Et encore une fois, même les violences. Parce que, il ne faut pas se tromper, c'est la discrimination qui crée la violence. Donc la discrimination reste pour moi, malheureusement, dans beaucoup de sphères de la société. Donc il faudrait vraiment une volonté et un narratif qui permettent aux femmes de sortir de cette gangue ancestrale et de ne pas y retomber. Donc ça, je pense que ce serait une loi, elles existent, mais en tout cas une démarche comme celle que nous avions inspirée en 2002, c'est-à-dire avec l'ensemble des forces économiques, là aussi une sorte de reset qui permet de pousser les femmes et de ne pas rester dans cette logique de quota qui est toujours contrainte et subie, alors qu'elle devrait être une dynamique d'entreprise beaucoup plus forte. Et faire en sorte que les nominations, y compris dans les grandes entreprises publiques, soient vraiment systématiquement féminisées. La jeune génération a besoin de rôle modèle. Et je pense qu'il faut aussi une action vers les jeunes filles qui sont plus éloignées du droit, notamment dans certains quartiers. Est-ce que vous avez une devise, un mantra qui vous sert de guide dans la vie? Peut-être celle de Bernanos. Le démon de mon cœur s'appelle à quoi bon? Et enfin, quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose? Si j'étais peut-être plus ou moins féministe aujourd'hui que jamais. J'ai l'impression d'avoir la réponse, mais êtes-vous féministe, Nicolas Mélina? Je plaisante, mais pas tellement, car le mot féministe devient presque un mot difficile dans le monde actuel, comme d'autres du reste. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les mots gardent tout leur sens. Et que
Hier soir, j'avais un dîner où des hommes m'ont dit, vous savez, moi, on se sent bien plus féministe qu'avant. Oui. Et franchement, je me suis dit, ça, c'est un progrès magnifique. Parce que j'entends maintenant aussi des femmes dire, non, moi, je ne suis pas féministe, mais. Donc, le mot féminisme doit rester un mot-clé. C'est pour cela que j'insiste. Et un mot porteur. Parce que rien n'est plus important. Qu'une femme me dise aujourd'hui, je ne suis pas féministe, et que je ne la comprends pas. Car pour elle-même, comme pour toutes les autres. Et je voudrais simplement dire que lorsqu'on agit, on agit pour le monde entier. Et que je vais juste vous dire une anecdote. Lorsque j'étais en Afghanistan, à un moment clé, une des grandes dirigeantes était revenue me voir sur le tarmac de l'aéroport en me disant merci d'être venue. Je lui ai dit, nous nous sommes déjà salués. Et elle m'a dit, c'était pas grave parce que vous m'avez donné 2 fois plus de raisons d'espérer. Mon Dieu, quand je pense à elle, je suis très émue d'ailleurs, parce que c'est une telle blessure. Mais ce que je veux dire, c'est lorsque nous faisons des choses, on ne les fait jamais que pour soi, on les fait pour toutes celles qui attendent un espoir. Et c'est ça qu'il ne faut jamais perdre de vue. Donc le féminisme, pour moi, c'est une vie et c'est surtout une cause qui doit rester universelle et que nous devons porter le plus haut possible. Et le plus loin possible. Et le plus loin possible. C'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup, cher Nicolas Blid. Merci infiniment et bravo pour cette initiative. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré soit dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse, soit en micro-nomade. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast, Femmes engagées, avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Marie Cholet, Léa Robert, Huguette Klein, Mathieu de la Souchère, Flore Lefebvre, Anita Nicolas Bruder, Sophie Pouget-Larabi, Camille Goasduf, Hermine Demoissac, Okulani Panerio Langer. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.